Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver comme chaque soir sur l'N24. Soyez les bienvenus dans votre émission Le Monde Orient, évidemment avec Nicolas Pipin. Salut Nico. Salut Jim, au programme ce soir du décryptage pour vous aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure, des images fortes aussi et bien sûr une rencontre avec une personnalité en fin d'émission et tout ça pendant 1 heure. Mais commençons par le commencement c'est de l'actu Jim. Oui, et l'actu c'est ce plan en 20 points proposé donc par le président américain Donald Trump. Un plan pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas et pourquoi pas aussi tenter de se projeter sur l'avenir du territoire palestinien. Sommes-nous à l'aube d'une résolution du conflit israélo-palestinien? N'exagérons rien, mais on va tenter de disséquer ces 20 points dans quelques instants. Et puis Nico, comme chaque soir, dans le Monde Orient, c'est aussi un tour d'horizon des images qui ont marqué l'actualité. Oui, la fermeture définitive de Tihange 1 chez nous, des pluies torrentielles en Espagne et puis surtout cette crise politique à Madagascar qui dégénère en répression, pillage et émeute. Explication d'ici une vingtaine de minutes dans l'arrêt sur image de Louis Dominé. Et puis Jim, le Monde Orient, c'est aussi chaque soir un grand invité, une rencontre avec une personnalité. Ouais, et un groupe ce soir. Et quel groupe? L'un des groupes les plus connus du rock belge. Vous les voyez à l'écran, ils sont 3, ils reviennent avec un tout nouvel album, avec plein de surprises. Puggy sera avec nous dans le Monde Orient, ça sera juste après 22h30. Et puis on terminera en beauté avec le scroll de Marie-Jean Ries, toutes ces actualités qui ont buzzé aujourd'hui sur les réseaux sociaux et notamment cette déclaration un peu folle: les migrants mangent nos cygnes. Déclaration de Nigel Farage, ça ne vous dit rien Jim? Ça fait penser à quelqu'un. Oui, après les they are eating the cats, they are eating the dogs, made in Trump, voilà la version britannique. On en parlera en toute fin d'émission, mais on commence tout de suite avec le grand dossier du jour. On ouvre le 22h10 Actu. Et Jim focus donc ce soir sur un plan de paix en 20 points et il est signé Donald Trump. Oui, 20 points tout simplement pour mettre fin à la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas, mais un plan qui prend aussi en compte l'avenir des territoires palestiniens. Premier élément encourageant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou soutient cette proposition de Donald Trump. I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages, dismantle Hamas's military capabilities, end its political rule, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. Et comment ça va se passer? Eh bien, ce plan, ce document nous dit que si les deux parties acceptent justement ce plan, eh bien la guerre s'achèverait immédiatement. Israël suspendrait ses opérations militaires et la totalité des otages morts ou vivants seront rendus dans les 72 heures. En contrepartie, eh bien, Israël libérera 250 prisonniers condamnés à perpétuité, ainsi que 1700 Gazaouis détenus après le 7 octobre 2023, y compris toutes les femmes et tous les enfants. Et ce plan prévoit aussi que Israël se retire de Gaza étape par étape. Et concernant l'avenir de Gaza? Le plan évoque un gouvernement transitoire. On l'a entendu il y a quelques instants avec Benjamin Netanyahou. Le Hamas sera exclu de la gouvernance. Le Hamas devra rendre les armes et accepter une coexistence pacifique avec Israël. Ceux qui accepteront seront amnistiés et ceux qui préféreront partir quitteront l'enclave et ceux-là bénéficieront d'un droit de passage protégé vers d'autres pays. Et donc c'est l'autorité palestinienne qui prendrait le relais? Alors ça, c'est pas encore très clair, pour être tout à fait honnête. Le plan parle d'un comité palestinien technocratique et apolitique chargé d'assurer, je cite, la gestion quotidienne des services publics et des municipalités pour la population de Gaza. Pour l'autorité palestinienne, Benjamin Netanyahou a déjà posé certaines conditions pour les voir participer à ce possible futur État palestinien. As for the Palestinian Authority, I appreciate your firm position that the PA could have no role whatsoever in Gaza without undergoing a radical and genuine transformation. Et il y aura donc un État palestinien? Alors c'est pas très clair non plus, ça, pour être tout à fait honnête à nouveau. Voici ce que dit l'un des points de ce plan. Les conditions pourraient enfin être réunies pour ouvrir une voie crédible vers l'autodétermination et la création d'un État palestinien que nous reconnaissons comme l'aspiration du peuple palestinien. Mais rappelez-vous de Netanyahou qui avait dit, après la reconnaissance par la France d'un État palestinien, qu'il ne verrait jamais le jour. Alors a-t-il changé d'avis? Écoutons à nouveau le Premier ministre israélien. ממש לא, זה גם לא כתוב בהסכם. אבל דבר אחד כן אמרנו, שאנחנו נתנגד בתוקף למדינה פלסטינית. הנשיא טראמפ גם אמר את זה, הוא אמר שהוא מבין את זה, הוא אמר באו"ם גם שזה יהווה פרס עצום לטרור וסכנה למדינת ישראל, וכמובן שאנחנו לא מסכימים.
à nouveau, entre ce qu'il y a dans ce plan et puis la réalité, on ne sait plus très bien qui dit vrai. Mais ce plan, d'une certaine manière, donne une autre perspective pour la bande de Gaza, un petit peu dans la continuité de cette idée d'en faire la Riviera du Moyen-Orient. Toujours dans ce plan, on parle donc de Gaza qui serait placé sous la supervision et le contrôle d'un nouvel organe international de transition, le Comité de la paix. Un comité de la paix qui sera dirigé et présidé par, eh bien écoutez la réponse du président américain. The leaders of the Arab world, Israel and everybody involved asked me to do this, so it would be headed by a gentleman known as President Donald J. Trump of the United States. That's what I want. We're going to put leaders from other countries on, and leaders that are very distinguished leaders, and we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair. Good man. Goodman, Tony Blair, en se posant la question peut-être aussi de la logique de cette décision avec nos invités juste après, et l'idée de la Riviera, Jim. Oui, elle est toujours présente, mais on oublie l'idée d'un nettoyage ethnique, c'est quand même important à préciser. Un groupe d'experts qui ont contribué à la naissance de certaines villes modernes et florissantes du Moyen-Orient sera mis en place pour reconstruire et dynamiser Gaza. Le plan prévoit aussi une zone économique spéciale avec des tarifs douaniers et des taux d'accès préférentiels. Le plan prévoit enfin le déploiement immédiat d'une force internationale de stabilisation dans la bande de Gaza avec le soutien des pays arabes. Cette force formera aussi la police palestinienne à Gaza et œuvrera à assumer la sécurité avec Israël et avec l'Égypte voisine. Merci Jim et deux experts avec nous ce soir pour passer en revue ces 20 points. Oui, évidemment, Stéphane Rosenblatt qui est avec nous, notre consultant pour les matières internationales, spécialiste des États-Unis et grand observateur de la vie politique israélienne. Et puis à ses côtés, c'est Raoul Delcorde, ambassadeur honoraire de Belgique, spécialiste de la diplomatie et professeur de relations internationales à l'UC Louvain. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous ce soir dans le Monde Orient. Raoul Delcorde, avant d'entrer dans les détails, est-ce que c'est un peu la première fois qu'on voit un véritable chemin pour tenter de sortir de cette spirale dévastatrice ? Moi, je crois vraiment que c'est un tournant. Après, je sais, certains diront, mais non, vous vous illusionnez, comment faire confiance à Trump et Netanyahou ? Je crois quand même que c'est un tournant. Élargissons d'abord un peu la focale. Il n'y a que les États-Unis aujourd'hui, comme puissance mondiale, qui peut véritablement changer la donne au Moyen-Orient. Les Européens sont absents, la Chine, la Russie, très en retrait. Donc au moins ça, il faut bien le lui reconnaître. Après, c'est un essai, endossé par les pays arabes. C'est nouveau aussi, ça. Qui était très discret, oui, jusqu'à présent. Discret, on sait que la rue arabe se mobilisait pour les Palestiniens, beaucoup moins les dirigeants, il y avait le plan Abraham, il y avait un rapprochement, etc. Donc les choses ont bougé, je crois qu'on est à un tournant, après on doit vérifier, et très vite on verra la réaction du Hamas, lequel n'a pas été concerté, ou du moins, je ne sais pas très bien, il semble quand même que le Qatar a dialogué avec le Hamas et qu'il y a certains signaux qui paraissent quand même être rassurants. Oui, et Donald Trump a dit vérifier. qu'ils avaient 3 à 4 jours pour donner une réponse, évidemment, à ce plan. Jusqu'à jeudi, je crois. Sinon, la situation va devenir très triste. Ce sont les mots du président Trump. Stéphane, je vous pose la question parce qu'on parle quand même de Donald Trump. Est-ce que c'est un plan de paix ou un business plan ? Un plan de paix dans l'esprit de Donald Trump, c'est un business plan aussi. Maintenant, c'est vrai que les Palestiniens, le Hamas, il y a quand même des éléments attractifs dans cette proposition qui n'est pas que un diktat américano-israélien sur le Hamas. D'abord, il y a une perspective de cessez-le-feu. Après des souffrances indicibles. Ce qui est le plus important aujourd'hui. Voilà. Il y a des perspectives d'entrée massive d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, et on sait à quel point la souffrance humaine aujourd'hui est indicible là aussi dans la bande de Gaza. On sait qu'il y a une perspective de libération de plusieurs milliers de prisonniers et plusieurs centaines de prisonniers palestiniens condamnés à mort qui sont aujourd'hui à prison à vie, qui sont aujourd'hui dans les prisons israéliennes. Donc il y a des éléments qui sont des éléments concrets. Il y a également une perspective qui n'est plus l'éradication du Hamas en tant que tel, mais l'élimination. Mais ça, c'est le cas depuis le début, et avec d'ailleurs l'accord de l'ensemble des pays arabes de la région, la disparition de la partie militaire du Hamas. On l'a dit, le nettoyage ethnique, ce rêve messianique d'une partie du gouvernement israélien semble pour l'instant évacué. On ne parle pas de colonisation, on ne parle pas d'annexion par Israël. Et on parle pour la première fois aussi d'un retrait phasé. Enfin, pour la première fois, les plans précédents incluaient effectivement un retrait phasé, mais on sait que ce cessez-le-feu n'a pas eu de suite dès l'entrée en vigueur de la deuxième phase. Donc il y a quand même des perspectives qui n'existaient pas. Et puis il y a également, pour la première fois, c'est vrai, un jour d'après, c'est-à-dire
la méga critique qui était faite aux Israéliens essentiellement et aux Américains également, c'était l'absence de visibilité sur le jour où les combats s'arrêtent. Ici, alors on verra de nouveau, c'est un pari, mais ce comité, cette espèce de conseil d'administration commandé par Donald Trump. Alors Donald Trump, on rigole, mais en fait, ça démontre quoi? Que Donald Trump est le seul homme pouvant avoir la possibilité de tenir les rênes et d'imposer aux Israéliens leur part du job. Personne d'autre n'a cette possibilité. Donc, quand même... on peut rigoler d'un côté parce qu'il a d'autres choses à faire, comme il le disait lui-même hier, mais en même temps, c'est quand même une garantie de son investissement et aussi d'une suite qu'il aura dans la capacité d'imposer son plan, où les obstacles, ça c'est un autre point, sont aussi nombreux que les avantages. Vous voulez réagir, Raoul Delcorte? Oui, moi je pense que Trump, à un moment donné, s'est senti isolé. L'initiative franco-saoudienne... Donc il a repris quelques éléments d'ailleurs, sur ce plan-là. Hein. Tout d'un coup, il s'est dit, en appuyant sans condition Netanyahou, finalement je m'isole d'abord de mes amis arabes, il en a quelques-uns, et puis du reste de la communauté internationale. Donc, quelque part, l'initiative de Macron a probablement mobilisé quelque part l'énergie de l'administration trumpienne, ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est un médiateur neutre. Oui, ça on pourra en discuter évidemment. Un mot quand même sur une phase très concrète de ce plan, Stéphane Rosenblatt, la démilitarisation de la bande de Gaza, avec, vous l'avez rappelé aussi, l'exil presque forcé aussi des membres du Hamas. On parle aussi des destructions des infrastructures militaires, destruction des tunnels. Vous y croyez ça réellement sur le terrain, Stéphane? Mais en tout cas, vous ne trouverez pas dans l'opinion israélienne et dans le spectre politique israélien, qu'il soit celui au pouvoir dans le gouvernement ou dans l'opposition, qui que ce soit qui pense autre chose. C'est le minimum, en fait, acceptable du point de vue israélien. Non, mais la faisabilité, ça veut dire quoi? Les hommes vont aller sur le terrain et ratisser comme ça, comme on a pu le voir depuis le début du conflit. C'est-à-dire que d'abord, les Israéliens ont détruit quand même déjà l'essentiel des infrastructures du Hamas. Elles sont détruites. L'essentiel aussi du commandement militaire, de plusieurs commandements militaires successifs du Hamas dans les combats. Donc, effectivement... Une fois que le Hamas, et ça c'est évidemment le méga point d'interrogation, une fois que le Hamas accepte cette logique de démanteler sa force militaire, et c'est vraiment un point d'interrogation, c'est-à-dire voir le Hamas accepter cette logique symbolique de se voir désarmé, alors qu'il n'y a pas de perspective réelle, parce que ça c'est quand même le gros point faible, de perspective pour lui, en tout cas, d'un État à la clé et de l'indépendance et de garanties qui permettent que le plan aille jusqu'à son terme, le Hamas, évidemment, est refroidi par le fait que lors des tentatives précédentes, qui n'avaient pas cette ampleur, qui n'avaient pas évidemment cette amplitude que le plan Trump actuel, mais que les Israéliens ont la capacité, et c'est le cas dans ce plan-ci, à chaque étape, en fait, de se retirer et de reprendre les combats. Alors, Donald Trump, et c'est le point majeur, a aujourd'hui le levier pour empêcher Israël de reprendre les combats à la moindre occasion. Mais c'est vrai que le Hamas aujourd'hui, à part effectivement sa quasi-défaite, puisqu'il ne faut jamais oublier que militairement le Hamas est défait sur le terrain. Le Hamas a sans doute une énorme victoire de relations publiques et une victoire symbolique et politique contre Israël, mais militairement, ils sont défaits. Et donc dans ce contexte-là, effectivement, c'est pas exclure, je veux dire, de parvenir. Rappelons qu'à la fois l'Égypte, il me semble que c'est le Qatar, et aussi encore un troisième État, c'est la Turquie. On dit la pression aujourd'hui, elle est sur le Hamas pour accepter cette offre, ce plan de paix de Donald Trump. Mais le problème, c'est qu'il y a des extrêmes ou des extrémistes des deux côtés. Il y a ceux dans la coalition actuelle du gouvernement israélien qui parlent toujours d'annexion. Bien sûr. Et ils ne sont pas des moindres de Gaza et de la Cisjordanie. Et il y a du côté du Hamas ceux qui ne sont absolument pas décidés à désarmer, à se saborder. Vous aurez remarqué, petite incidente, que lorsqu'on a affaire à des oppositions d'inspiration religieuse, le Hamas, ce sont les frères musulmans, les extrémistes, entre guillemets, au sein de la coalition israélienne, ce sont en réalité, c'est un mouvement de néoconservateurs religieux. C'est beaucoup plus compliqué pour la diplomatie, n'est-ce pas, que si on avait affaire à des gens plus rationnels. Justement, Raoul Delcorte, en parlant de diplomatie, parce que je voudrais quand même revenir sur ce terme gouvernement transitoire de technocrates. Ça veut dire quoi? Mais écoutez, il faut bien faire, si je puis dire les choses familièrement, avec ce qu'on a, c'est-à-dire que malheureusement, l'autorité palestinienne à Ramallah n'est pas capable aujourd'hui de gérer Gaza. Elle n'a ni le savoir-faire, ni même véritablement la légitimité reconnue par l'ensemble des Palestiniens. Donc il faut un gouvernement de technocrates placé sous l'autorité
du président américain. Et c'est ça qui est intéressant avec ce comité, ce comité de la paix. Comité Oui. de la paix, oui. Mais Oui. Raoul Delcor, est-ce qu'on peut l'imposer, justement, cette gouvernance technocratique et apolitique, je cite, est-ce qu'on peut l'imposer sans soutien populaire ? Moi, je crois que le souci premier des Palestiniens de Gaza, c'est quand même de vivre, de reconstruire. Après, il peut y avoir des débats politiques, mais si l'argent arrive, si en plus la force d'interposition est arabe, si j'ai bien compris, Une partie, oui. en partie, n'est-ce pas, même si les Turcs et les Indonésiens ont annoncé qu'ils étaient prêts à collaborer, on peut souffler. Il faut prendre les choses de manière séquentielle, à mon avis. Le cessez-le-feu, qui est un terme militaire, je rappelle qu'il n'est pas un traité de paix. Le retrait, mais ce n'est pas clair, des forces israéliennes, et puis une force d'interposition. Donc oui, je pense que vous avez raison, à un moment donné, la légitimité de ce gouvernement se posera. Mais à mon avis, ce n'est pas la question la plus urgente. Oui, Stéphane, un mot sur l'autorité palestinienne. On en a beaucoup parlé dans cette émission. On a souvent utilisé ces mots. Manque de crédibilité, manque de légitimité. Pour ceux qui nous suivent, souvent, ils sont même accusés d'être des traîtres de la nation, au service aussi de l'entité sioniste, ce qu'on a beaucoup pu entendre. Oui, c'est lié à la collaboration sécuritaire. Exactement, qui était effective jusqu'à avant le 7 octobre. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout, ça reste l'interlocuteur crédible avec ce qu'a dit notamment Netanyahou, c'est-à-dire réformer en profondeur, mais c'est l'autorité palestinienne qui va émerger à un moment derrière ce gouvernement transitoire technocrate. Netanyahou, aujourd'hui, il parle à son opinion. Une opinion qui est toujours chauffée à blanc. On est à quelques jours du 2e anniversaire du 7 octobre et qui n'a aucune envie, qui ne reconnaît certainement pas aujourd'hui la légitimité de l'autorité palestinienne et d'ailleurs de qui que ce soit du point de vue palestinien. Je mets à nouveau du point de vue israélien. Ce n'est pas une appréciation. Il a lui-même délégitimé Et donc, effectivement, aujourd'hui, on l'a entendu hier d'ailleurs à la Maison-Blanche, il veut cumuler les conditions faites à l'autorité palestinienne pour se réformer, y compris changer les manuels d'enseignement, changer les règles d'aide aux familles des terroristes, etc. Enfin, tout ce qu'Israël, effectivement, exècre dans l'opinion, dans l'autorité palestinienne, il veut le changer et il le met évidemment comme condition préalable à toute entrée de l'autorité palestinienne dans l'arène du règlement de la situation à Gaza, c'est-à-dire le reporter au calendrier grec. Mais en même temps, le simple fait d'accepter la logique de l'autorité palestinienne est quelque chose quand même d'un peu nouveau, parce qu'il y a encore quelques jours, le mot même d'autorité palestinienne était absolument inacceptable du point de vue israélien. Alors c'est vrai qu'on voit bien Netanyahou essaye de préparer son retour en Israël, de devoir vendre cet accord à sa coalition. Évidemment, l'idée même d'une perspective de souveraineté palestinienne, alors qu'il y a encore quelques jours, on discutait au sein même du gouvernement israélien de l'annexion de la Cisjordanie, on parle évidemment d'un grand écart qui est quasi invendable pour une partie de l'opinion. Et de nouveau, Netanyahou, de manière habile, s'adresse à la totalité de l'opinion israélienne, et pas seulement à son gouvernement, parce qu'il y a une écrasante majorité des Israéliens qui ne veulent pas, aujourd'hui, 2 ans après le 7 octobre, prendre le risque d'un État palestinien. Mais ceci dit, c'est dans l'accord. Alors évidemment, comme toujours au Proche-Orient, l'État n'est pas dans l'accord. Non, mais la perspective d'une négociation qui mène à une forme de souveraineté. Alors ça peut sembler évidemment après des dizaines et des dizaines d'années évidemment ou qui ne mènent à rien et nulle part. Ça peut sembler peu de choses, mais à nouveau, c'est quand même un élément que Netanyahou doit digérer et doit faire digérer à une partie de son opinion. Donc évidemment, on le voit bien dans son discours depuis ce matin, c'est pédalage arrière, ça n'est pas dans le plan, et ça on va l'entendre. Mais au bout du compte, la grande question, c'est est-ce que, comme on l'a vu avec la Russie aujourd'hui et l'Ukraine, est-ce que Trump tapera du poing sur la table pour faire respecter son plan, ou est-ce que, comme il l'a très souvent fait avec les Israéliens et Netanyahou, est-ce qu'il rentrera dans le rang et laissera Netanyahou finalement aller là où il veut, parce que Netanyahou l'a respécifié quand même, je termine par là, a dit si la moindre étape de ce plan venait à ralentir, à échouer ou à avoir même des problèmes d'interprétation, eh bien, il a dit de easy way ou de hard way, mais on finira le job, a-t-il dit. Ce qui est évidemment tout ce que rejette la communauté internationale, qui veut absolument que la paix
s'installe, et en tout cas un cessez-le-feu s'installe durablement là-bas. Raoul Delcorte, j'aimerais quand même aussi un mot sur ce Conseil de paix, présidé normalement, je le rappelle, par Donald Trump et avec un certain Tony Blair, oui. Qui n'est pas, qui est quand même pas mal critiqué au Moyen-Orient comme gouverneur. Quel Palestinien accepterait ça ? D'abord, permettez à l'historien que je suis de rappeler qu'il fut un temps où la Grande-Bretagne gérait la Palestine, l'époque dite mandataire de l'entre-deux-guerres. C'est amusant de voir Tony Blair réapparaître, d'autant que Tony Blair, certains s'en rappellent peut-être, faisait partie ou gérait ce qu'on a appelé le Quartet dans les années 2000, qui était déjà un plan de paix. Sauf que le train n'est jamais sorti de la gare et qu'il a échoué lamentablement. Donc le retour de Tony Blair est assez étonnant et sa crédibilité est assez faible. Alors maintenant, vous me dites, oui, ce comité de la paix, quelque part, on engage quand même, et comme le disait Stéphane, le président américain engage quelque part sa crédibilité. Vous me direz, il est habitué à des retournements. Est-ce que ça l'atteint ? Oui. Mais j'ai la faiblesse de croire que le Moyen-Orient, ne fût-ce qu'économiquement, peut-être l'intéresse davantage que l'Ukraine. Enfin, c'est peut-être pour ça, sa relation avec l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas ? Et le Golfe. Oui. Donc, Jared Kushner, qu'on a vu réapparaître, son beau-fils là, qui semble-t-il est à la manœuvre de nouveau, alors qu'il a des intérêts bien connus dans la région. Donc voilà. Il joue sa crédibilité et donc il a quand même, disons les choses un peu brutalement, il a un peu tordu le bras de Netanyahou. Hein. C'est le seul qui pouvait le faire d'ailleurs. Oui, c'est le seul qui pouvait le faire. Ouais, Stéphane, un mot quand même pour le point de vue israélien. Est-ce que ce plan, il répond aux préoccupations sécuritaires d'Israël, parce qu'à mon avis, c'est la grande question qui se passe en Israël. Et vous avez raison de le rappeler, parce qu'il y avait plein de sonores qu'on n'a pas pu passer d'Israéliens qui disaient « Moi, je veux vivre en paix, mais je ne veux pas un État palestinien près de moi, parce que j'ai peur qu'on ait de nouveau de 7 octobre. » Alors, je rappelle quand même que toutes les semaines, il y a des dizaines de milliers d'Israéliens dans la rue et qui demandent un cessez-le-feu à Gaza. Donc, est-ce que ce plan répond aux préoccupations du gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui veut sauver sa tête et aller le plus loin possible au pouvoir, rester au pouvoir, ou à la majorité de l'opinion israélienne ? Je pense que les sondages, d'ailleurs un sondage qui a été effectué ces jours-ci démontre qu'effectivement une écrasante majorité des Israéliens veut un cessez-le-feu. Hein. Donc ça, c'est le fait de l'avoir le plus rapidement possible et surtout la libération des otages restants. Et c'est vrai que, alors ils en veulent déjà beaucoup à Benjamin Netanyahou pour ces atermoiements successifs qui ont empêché la libération des otages jusqu'ici. Et je pense que si effectivement ceci devait déboucher sur un échec et donc la non-libération des otages pour des raisons d'atermoiement du Premier ministre, une majorité encore plus importante des Israéliens lui en voudrait à mort. Donc il y a quand même une pression sur Benjamin Netanyahou qui aujourd'hui est coincé en fait entre une opinion qui veut le cessez-le-feu, entre ce qui le préoccupe plus d'ailleurs que son opinion, le fait de ne pas pouvoir refuser à son seul ami aujourd'hui sur la scène internationale, son seul ami, Donald Trump, il ne peut pas lui dire non et en même temps sauver sa peau. Et sauver sa peau, c'est la surenchère permanente de l'extrême droite qui est dans son gouvernement. Et j'associe quand même à l'extrême droite parce que c'est un peu facile de parler toujours des partis religieux messianiques. Le Likoud, son propre parti, qui aujourd'hui est un parti qui pour l'essentiel est un mouvement MAGA à l'israélienne, qui voue un quasi-culte à Benjamin Netanyahou, mais qui n'accepte pas, pour une bonne partie dans lui, ni l'État palestinien, ni d'ailleurs le retrait de Gaza, ni l'engagement de non-colonisation de Gaza. Donc il va devoir le vendre. Mais il est doué pour ça, Netanyahou. C'est pas un jugement de valeur de nouveau, c'est un habile politicien. Et je pense qu'en Israël, quand on lit les journaux ce matin, je pense qu'on pense qu'il pourra vendre ce plan à sa majorité et à son opinion. On va se quitter quelques instants dans cette émission, mais restez bien avec nous parce qu'on va poursuivre, Nico, sur ce plan en 20 points, mais avec peut-être ce qui manque aussi. Oui, pas un mot sur la situation en Cisjordanie, pas un mot sur le futur de Jérusalem. Est-ce possible de s'accorder sur un plan de paix sans pour autant s'attaquer à ces éléments de fond? Marie-Jean Riès nous explique tout ça juste après ceci. Restez bien avec nous, à tout de suite. Vous êtes toujours dans votre émission Le Monde ou Rien, la seule émission qui vous apporte de l'actu chaque soir à partir de 22h sur LN24. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, Nico, on va continuer notre discussion sur ce plan de paix de Donald Trump, évidemment. Oui, et surtout se demander ce soir ce qui n'est pas dans le plan. Marie-Jean Riès revient sur ces quelques zones d'ombre qu'il reste à éclaircir.
Alors, une des inconnues, c'est quand même le sort de Jérusalem, que les Israéliens considèrent comme la capitale réunifiée et indivisible de l'État d'Israël. Sauf qu'en réalité, une partie de cette ville, la partie Est, a été annexée par Israël après 1967. Aujourd'hui, la communauté internationale ne le reconnaît pas. Les Palestiniens considèrent donc que Jérusalem-Est est à eux, mais dans le plan présenté par Donald Trump, il n'y a aucune mention de cette ville. Et puis dans les 20 points de ce plan, il n'y a pas non plus de mention de l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie. Pourtant, aujourd'hui, on estime qu'il y aurait environ 700 000 colons israéliens en Cisjordanie. Et cela ne risque pas de s'arrêter puisque le gouvernement israélien vient d'approuver un plan pour la construction de 3 400 logements supplémentaires, ce qui couperait de facto en deux la Cisjordanie et rendrait donc impossible la continuité territoriale d'un futur État palestinien. Raoul Delcorte, on le disait, pas un mot sur Jérusalem, pas un mot sur la Cisjordanie, pas un mot sur le sort des réfugiés palestiniens. Est-ce qu'on peut vraiment parler de plan de paix, je le précise, en ignorant les colonies et l'occupation en Cisjordanie notamment? Non, bien sûr, c'est un problème essentiel. Mais là aussi, il ne faut pas nécessairement imaginer qu'il y a une espèce de fatalité qui fait que ces colons sont implantés à jamais, que la Cisjordanie est une peau de léopard. Ils vont être durs à déloger, les colons. D'autant plus dur que, comme le sujet vient de l'indiquer, avec ce territoire qu'on appelle dans le jargon des géographes E1, on coupe littéralement la communication entre le nord et le sud de la Cisjordanie et on isole d'autant plus ces communautés palestiniennes. Non, c'est vrai, c'est un problème essentiel. Mais je rappelle quand même qu'Ariel Sharon, en son temps, avait réussi à rapatrier ou à déloger un certain nombre de Palestiniens. Ça va plus se faire, ça, en Israël. De Gaza. Alors, vous voyez aujourd'hui les conséquences et ce que pensent les Israéliens de ce retrait unilatéral à la bande de Gaza et les images qui ont circulé à l'époque. Rappelez-vous, les gens se faisaient sortir de leur propre maison. C'est violent, vous avez raison, et ça a pris une amplitude sans pareil. Alors, est-ce qu'on trouvera un modus vivendi entre les deux communautés ? On explique qu'en réalité, parmi ces 700 000 colons, en réalité, un certain nombre d'entre eux ne sont pas des nouveaux colons, mais plutôt les enfants des colons qui s'étaient déjà établis là il y a quelques années, et qu'il n'y a pas de flux migratoire important, à vérifier. Il n'en reste pas moins que c'est une situation anormale, et elle est tellement délicate que je comprends quelque part pourquoi Trump n'a pas voulu précisément l'aborder. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Stéphane, elle est là la raison. C'est tellement explosif aujourd'hui Jérusalem, la Cisjordanie, il n'y a pas de réelle solution aujourd'hui. On n'allait pas pourrir, on va dire, le sort de Gaza aujourd'hui avec ces sujets-là qui vont s'imposer au fur et à mesure dans les débats. À nouveau, l'objectif... Ça aurait été impossible si on avait mis Jérusalem. De Donald Trump et l'objectif de, je pense, la planète entière aujourd'hui, c'est d'obtenir la fin de la guerre à Gaza. Pour avoir l'aval, qui est extrêmement important, évidemment, pour garantir la possibilité de sortir de ce conflit, l'aval des pays arabes, des pays de la région, à commencer par l'Arabie saoudite, ou des pays islamiques, parce qu'on les oublie, mais la Turquie, ou même l'Indonésie, des grands pays musulmans, il fallait y indiquer, y inscrire une perspective de paix. L'Arabie saoudite l'a toujours dit, les accords d'Abraham, il est hors de question d'y rentrer si à un moment ou à un autre, il n'y a pas clairement une allusion faite à un processus qui mène à une souveraineté et à un État palestinien. D'où les fameux 2 derniers articles, 19 et 20, des propositions américaines. Donc sans ça, il n'y aurait pas eu ce qui était totalement indispensable pour donner une chance à ce plan de l'aval des pays arabes. Mais au bout du bout, et Raoul Delcorte l'a bien dit tout à l'heure, l'objectif c'est d'arrêter cette boucherie à Gaza. Et si déjà on arrive à arrêter la boucherie et à faire rentrer l'aide humanitaire massive et à empêcher le nettoyage ethnique massif des habitants de Gaza vers l'extérieur, c'est déjà un changement incroyable par rapport à 2 ans de guerre. Et derrière, on reviendra au statu quo hanté. Ouais, ça ne règle rien de Jérusalem. La question, effectivement, la priorité, sans doute, c'est effectivement pour Donald Trump, c'est Gaza aujourd'hui, c'est calmer la situation à Gaza, arrêter ce massacre. Mais en attendant, est-ce que ce silence, ça pourrait alimenter une certaine montée de violence en Cisjordanie ? Personne n'est mûr aujourd'hui sur le terrain pour la paix aujourd'hui, tout le monde le sait. Et quand on a eu le débat, le temps passe vite, on a l'impression que c'était il y a 2 siècles, mais c'était quand même la semaine dernière, sur les débats à l'ONU sur la reconnaissance d'un État palestinien, tout le monde a reconnu que c'était extrêmement important sur le plan symbolique, parce que là encore, ça maintient une perspective politique à terme, tout en reconnaissant tous que sur le terrain,
personne n'est mûr, et certainement pas les Israéliens après ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc la question n'est pas aujourd'hui, mais la question de nouveau est de réinscrire une perspective. Vous parliez d'un train, d'un wagon, et de le faire à un moment donné quitter la gare. On espère qu'il quittera la gare, mais on en est loin. Mais s'il n'y avait pas cette perspective politique, il n'y aurait pas de possibilité d'accord à Gaza, parce que les Palestiniens l'auraient refusé et le monde arabe l'aurait refusé. Donc les deux sont liés, mais quand on vient à la situation de la paix à long terme, évidemment c'est un gruyère, ces 20 propositions, et ça n'apporte aucune réponse à des problèmes qui sont débattus depuis des dizaines d'années. Vous avez dit quelque chose d'intéressant quand même, c'est sans demander l'avis des Palestiniens. Il y a énormément de critiques aujourd'hui, alors au-delà de l'aspect presque colonial de ce plan, vous l'avez rappelé, Raoul Delcorde, le territoire palestinien était sous mandat britannique avant que l'indépendance d'Israël soit proclamée. Est-ce que les Palestiniens ont leur mot à dire dans ce plan, quand on rappelle à ceux qui nous suivent que l'une des grandes critiques qui avait été faite lors de l'indépendance d'Israël, c'est que les Palestiniens n'avaient pas pu donner leur avis, on va dire, dans ce plan de répartition qui, selon certains analystes, était plutôt équitable. Mais ils n'avaient pas participé justement à ces discussions. Est-ce que là, on n'est pas face à un problème similaire quand même là? Il y a un problème de leadership, il n'y a plus de Yasser Arafat. Donc il n'y a personne pour parler, c'est ce que vous dites. C'est aussi simple que ça, avec tout le respect pour le président palestinien. C'est pas juste Trump qui dit « moi je parle aux Israéliens et puis les Palestiniens on verra plus tard ». Non, mais c'est parce que la voix, et parce que c'est inaudible, parce qu'ils n'ont pas un leader charismatique du style d'Arafat. On n'en va plus refaire les accords de Camp David, en tout cas pas dans l'immédiat. Voilà, c'est ça le problème du côté palestinien. Alors peut-être qu'il y a, semble-t-il, dans l'une ou l'autre geôle israélienne, un leader palestinien potentiel, mais voilà, il n'est pas là. Oui, on cite souvent et ce n'est pas Netanyahou qui le fera libérer. Non. Loin de là. Ouais. Stéphane, juste pour terminer, là on parle bien d'un plan effectivement pour arrêter ce désastre, ce massacre à Gaza. Ce n'est pas un plan pour régler le conflit israélo-palestinien. Alors, Donald Trump, qui aime les superlatifs, a présenté ça comme un des plus grands pas de l'histoire de l'humanité. Mais ça, c'est Donald Trump. À nouveau, le mérite, s'il y en a un, c'est de remettre l'idée même d'un processus de paix dans les esprits et donner des perspectives. Mais à nouveau, on est loin aujourd'hui d'un cessez-le-feu à Gaza. Et c'est ça que le monde demande. Et si on y arrive, eh bien, ce sera une gigantesque victoire politique pour Donald Trump. Parce que s'il obtient ça, après tous ses échecs ou demi-échecs en politique étrangère... Il aura le prix Nobel. Il aura peut-être le prix Nobel. Non, mais vous rigolez, Raoul Delcorde, mais comment ne pas lui donner ce prix Nobel s'il arrive à atteindre justement ce cessez-le-feu? S'il y arrive, le prix Nobel, c'est tout assuré. Non, ce sera un beau succès, je le reconnais. Oui, tout à fait. Il a déjà réglé 7 guerres, c'est ce qu'il nous a dit à l'ONU. Oui. Non, la paix au Proche-Orient, c'est autre chose. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler. C'est une dimension mondiale. On attend de voir quand même Donald Trump annoncer prix Nobel un jour de la paix. Comme quoi le monde, quel monde, on le dit souvent. Merci à tous les deux. En référence à votre podcast, merci, bien sûr. c'est vrai, tous les dimanches à 18h sur YouTube et sur Spotify. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de nous expliquer, de décrypter évidemment tout ce qui s'est passé, ce fameux plan de paix de 20 points de Donald Trump. Nico, on poursuit comme chaque soir le monde ou rien, en images évidemment. Oui, avec d'abord une image, une mise à l'arrêt après un demi-siècle d'activité. Le réacteur nucléaire Tihange 1 sera déconnecté du réseau cette nuit. Les images aussi impressionnantes de ces pluies torrentielles qui ont frappé la côte est de l'Espagne. Et puis cette question entre violence, émeute, foule en colère et crise politique. Mais que se passe-t-il à Madagascar? Tout ça, c'est dans l'arrêt sur image et c'est signé Louis Dominé. On va commencer cet arrêt sur image chez nous dans la région de Huy. Ce soir, le réacteur de Tihange 1 sera définitivement arrêté en vue de son démantèlement. Une page qui se tourne pour les travailleurs et pour la commune. C'est un choc à absorber. Par tour nucléaire et annuellement, la ville a des revenus de ces différents tours nucléaires, entre 4 et 6 millions d'euros. Faites le compte simplement. Donc sur 2 tours qui s'arrêtent, on perd 10 millions d'euros annuels. C'est évidemment difficile à absorber. Un arrêt sans possibilité de retour en arrière, malgré les efforts du gouvernement fédéral ces dernières semaines, qui déçoit aussi certains riverains, comme le montre ce message projeté hier soir sur le réacteur de Tihange 1 par des citoyens et des associations. Don't stop me now, ne m'arrêtez pas maintenant. Tihange 1 ne sera pas prolongé, tout simplement pour 3 raisons. Tout d'abord, nous n'avons pas entamé la préparation qui aurait dû commencer il y a 5 ans. Le deuxième point, c'est que ça bloquerait le démantèlement de Tihange 2. Et puis le troisième point, c'est que ça coûterait, ça engendrerait un financement extrêmement important. Pour ce qui est des 100 personnes qui travaillent à Tihange 1, certains garderont leur travail pour le démantèlement qui devrait tout de même prendre 10 ans.
Certains travaillent déjà sur d'autres projets, assure la direction, mais il précise que tous les travailleurs ont des perspectives d'avenir. Seul Tihange 3 restera donc dorénavant en activité. Après la fermeture de Doel 2 le 1er décembre prochain, il ne restera que 2 centrales nucléaires en activité en Belgique. Et on continue en Espagne, plus particulièrement dans la région de Valence. Vous voyez ces images impressionnantes, des torrents d'eau et des rues inondées. Elles ont été prises hier au sud de Valence. La région était en alerte rouge pluie depuis dimanche. En prévision, certaines écoles ont fermé et 1 demi-million d'élèves sont restés chez eux. Un état d'urgence qui a ravivé le souvenir douloureux des inondations meurtrières qui ont frappé la région il y a tout juste un an. Pendiente del agua que estaba cayendo y por muy bien arreglado que tengas las casas, entraba agua por la galería, por todos los sitios. Y como eran trombas muy fuertes, estás pues asustada, porque es que yo no, en los años que tengo no he visto caer tanta agua junta, ¿eh? Une catastrophe sans précédent qui ne s'est ici pas reproduite. Aucun dégât majeur n'est à déplorer malgré les fortes pluies. Aujourd'hui, l'alerte est repassée au jaune et les élèves ont pu retourner à l'école. Et on termine à Madagascar avec ces images, des manifestants dans la rue face à la police. Depuis jeudi, un mouvement de contestation fait rage dans le pays. Des violentes manifestations ont éclaté dans la capitale notamment. Hier, le président du pays a annoncé le renvoi de son gouvernement pour tenter de calmer la colère de la foule. Mais cela ne suffit pas, ils veulent la démission du président, réélu en 2023 lors d'un scrutin contesté. 16 ans au pouvoir, on lui a donné maintes chances. Il nous fait des promesses différentes. Il ne pense qu'à son intérêt et à l'intérêt de sa propre famille. Face à Haïti, c'est la famine qui nous tue. Un mouvement de contestation porté par les jeunes, la génération Z, qui s'est choisi comme emblème un drapeau pirate emprunté du célèbre manga japonais One Piece. Génération TikTok, génération génération Ce mouvement de contestation porté par la jeunesse rappelle celui du Népal et des Philippines ces dernières semaines, un mouvement de révolte contre les inégalités qui semble donc se propager. Et c'est la fin de cet arrêt sur image. À demain. L'arrêt sur image de Louis Dominé, c'est tous les soirs dans Le Monde Orient, puis quand vous le souhaitez sur ln24.be. Nico va poursuivre cette émission. On va complètement changer d'ambiance, mettre l'actu derrière nous, vraiment cette fois. C'est le groupe Puggy qui va venir s'installer. Oui, le groupe Puggy qui sort enfin un album après 6 ans d'attente. Un nouvel album qui sort ce vendredi. Mais ils vont déjà tout nous expliquer, je vous le promets. On reviendra aussi sur leurs titres les plus cultes. Tout ça d'ici quelques instants. Restez bien avec nous sur LN24 dans Le Monde Orient. À tout de suite. De retour dans Le Monde Orient, merci de nous suivre sur LN24, toujours avec Nicolas Pipin évidemment, toujours avec Nico. Nico, justement, place à notre grand invité, plutôt nos gros invités ce soir, place à la règle de 3 de Puggy. Et Nico, comme chaque soir, 3 mots pour présenter ce groupe que tout le monde connaît ici en Belgique. Oui, 3 mots avec 3 invités pour une fois ce soir. Et le premier mot que j'ai choisi pour votre portrait, c'est trouble. Parce que oui, vous êtes l'un des plus grands groupes belges depuis de nombreuses années. Oui, vous êtes un trio avant tout, mais vous êtes aussi un trouble, je vous l'annonce, platonique, bien entendu. Parce que votre groupe fonctionne comme ça, avec cette complicité, ces compromis, ces moments de doute et des décisions importantes à prendre. Un trouble qui est né à Anvers, avec d'abord Mathieu et Romain qui étudiaient tous les deux la musique et qui sont retrouvés dans la même classe. Ils ont très vite sympathisé et ont commencé à jammer. Oui, j'utilise encore ce terme en 2025. Ensemble dans des bars. Et puis c'est Romain qui a présenté Ziggy à Mathieu. Depuis 2005, ils ne se quittent plus. Aujourd'hui, ça fait 20 ans avec des succès énormes comme When You Know ou encore ça.
Et deuxième mot que tu as choisi ce soir, Nico, c'est hitmaker. Oui, simplement pour entendre ton anglais ce soir aussi, mais hitmaker, faiseur de tubes en français. Et je n'ai pas choisi Oh I Need You par hasard. Ce morceau, il a accompagné pas mal de gens dans des moments compliqués de leur vie. Et accompagner, ce mot, il est important pour vous. Vous aimez accompagner, collaborer, travailler dans l'ombre pour de nombreux autres artistes. On peut citer Ize, Luz and the Yakuza ou encore Angèle. Et puis dernier mot pour ce soir, Nico, c'est album. Oui, je ne me suis pas foulé album parce que vous sortez un nouvel album ce vendredi. Peggy, ça s'appelle Are We There Yet? À quoi tient la réussite artistique? À quel moment un groupe atteint-il la destination finale? Cet album sous-entend ces questions et bien d'autres encore. Un album est donc une étape déterminante dans la carrière de Peggy avec un premier single sorti à la fin du printemps. Ça s'appelle On My Mind. Et bonsoir Peggy. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir tous les trois. Un vrai plaisir de vous avoir sur ce plateau, sur le plateau du Monde Orient pour ce nouvel album qui sort donc vendredi. Et puis deux dates importantes aussi, le 5 novembre à l'Olympia, à Paris, ouais, il faut le dire. Et puis le 28 novembre à Forêt Nationale, ici à Bruxelles. Avant de commencer et de s'intéresser véritablement à cet album, comment ça se passe à 3 jours de la sortie d'un album? Est-ce qu'on est un peu stressé, Mathieu? Mais ça se passe super bien, surtout quand on a des accueils comme celui-ci. Merci beaucoup. Il a bossé, hein? Ouais, c'est génial. Mais tout est dit en soi, donc merci, non, au revoir, très bien. c'est ça? Oui, merci, bonsoir. Voilà. Non, on sent vraiment bien. On a hâte en fait que le public découvre cet album sur lequel on bosse quand même depuis un certain temps. Romain et Ziggy, justement, c'est vrai que quand on sort un album, après le dernier album, en tout cas c'était il y a 6 ans, si je ne me trompe pas, comment on se sent? Est-ce qu'on est un peu anxieux vis-à-vis de l'attente des fans ou on ne se pose pas du tout la question? Évidemment, la question se pose tout le temps, en fait, tout le processus. Ça fait aussi un peu, donc, dans le nom Are We There Yet? Ça c'est encore une autre facette. On y réfléchit, évidemment. D'un autre côté, on fait la musique que nous semble naturelle aussi. Donc, mais oui, évidemment, on est toujours un tout petit peu comme ça avant les sorties d'albums. Oui, mais il y a une sorte d'accomplissement, Romain, c'est ce qu'on a l'air de comprendre aussi avec ce titre d'album aussi. Ça y est, vous êtes là où vous avez envie d'être aussi? En fait, le titre d'album, c'est un peu compliqué parce qu'on peut le lire de plusieurs façons, mais c'est vrai que nous, on trouvait drôle avec cette photo d'avoir ce côté un peu gamin à l'arrière de la bagnole qui fait quand est-ce qu'on arrive, puisque c'est un peu la question qu'on se pose, on ne sait jamais où on va ou quand est-ce qu'on arrive, vraiment. Donc non, on a vraiment hâte que cet album sorte. On avait eu la chance de sortir un premier EP l'année dernière qui déjà annonçait ce retour et surtout en indépendant, en autoproduction. Donc pour nous, c'est un peu des gros caps qui se passent les uns après les autres, donc on verra où on arrive. Il n'y a aucune référence à Harry Potter avec cette pochette aussi, on dirait. Ah non. Tu peux aussi voir Harry Potter en plus. Pour les fans d'Harry Potter, ça peut. Tu peux voir Harry Potter. On va justement écouter un autre extrait de ce nouvel album, ça s'appelle Never Give Up. Mathieu, on va quand même parler du clip, parce que c'est un clip assez original. Il est super, oui. Comment il a été créé ce clip? Parce que ça aussi c'est original, non? En partie avec de l'IA, de l'intelligence artificielle. Voilà, on a vraiment une équipe assez incroyable qui avait bossé sur cette équipe, Brice Villach et Cyprien Délire, qui était arrivé avec ce concept justement d'incorporer l'IA. C'était tout le questionnement, l'IA était en train d'arriver, donc tout le questionnement de qu'est-ce qui se passe si on demande à une IA de faire un clip, et on a joué le jeu jusqu'au bout. Et ils ont réalisé ce clip, on a passé 2 jours à faire, c'était hyper gai à faire. Vraiment, ouais, il y a un truc de dingue parce qu'il y a plein de références à la pop culture, et notamment un homme, on va le voir apparaître, vous me voyez venir j'imagine tous les trois, en référence évidemment à un célèbre mème, c'est le monsieur, le voilà, de ce fameux mème, Hide the Pain Harold, qui a fait le tour du monde. Comment on pense à cette idée? Comment est-ce qu'on prend contact? Comment ça se passe à ce niveau-là, Romain? Comme disait Matt, en fait, on s'était amusé avec Brice et Cyprien à demander à l'IA de nous écrire un script.
Et tout le côté bureau, en fait, était arrivé. Donc voilà, c'est des espèces de plein de gags dans les bureaux. Et naturellement, un des mimes les plus connus, c'est Hide the Pain Harold. Donc on s'est dit, mais. Donc c'est ce monsieur avec sa tasse, hein, Voilà, c'est ce qu'on voilà, a vu. exactement. Hein. Voilà, il a juste fait ça dans qui sa se vie. marre comme ça. La seule chose qu'il a fait dans sa vie, et c'est un mec adorable vraiment, mais il est devenu ultra connu juste avec sa tasse comme ça. Et voilà, on a décidé d'essayer de le contacter. On le voit justement à l'écran. Et il a répondu présent, il est venu à Bruxelles. Et quand il est arrivé à Bruxelles, on s'est dit, mais en fait, ce mec est une star énorme parce que même la Commission européenne, tout le monde repostait en disant ce gars est à Bruxelles. Et il avait genre 10 000 likes sur sa photo quand il est venu à Bruxelles. Mais en fait, il est 10 fois plus connu que nous. Et il vient dans notre clip pour nous. Donc c'était une rencontre incroyable. Ouais, ça va vite parfois pour être connu. Honnêtement, 20 ans de carrière. Nous, on a essayé avec nos verres, ça marche. Ça marche pas. Ziggy, à chaque album, on sent de l'évolution quand même chez vous. On sent une volonté de changement aussi, de ne pas rester tout le temps attaché aux mêmes sonorités, au même style de musique. Est-ce que parfois c'est pas un peu dangereux justement quand on a un public depuis 20 ans peut-être de je ne sais pas, prendre des risques, je ne sais pas si on peut appeler ça des risques, mais de les surprendre. Ouais. Bah, évidemment, il y a un petit risque en ça, mais je pense que le groupe ne pouvait pas exister encore maintenant 20 ans plus tard si on ne prenait pas des risques. Je pense que ça fait partie de notre ADN de vouloir chercher d'autres sonorités, il y a tellement de choses qui nous inspirent tout le temps, et donc du coup c'est vraiment d'alimenter nous-mêmes de changer un peu. Voilà. Même si Mathieu, je pense qu'honnêtement on passe une de vos chansons à n'importe qui dans une voiture à la radio, la personne nous dit ah ben c'est Puggy, et donc c'est vrai que vous changez beaucoup de style, mais par contre c'est très reconnaissable en même temps. Oui, mais je pense qu'il y a une ADN naturellement quand Romain et moi Ziggy, on est dans une pièce à faire de la musique ensemble, il y a quelque chose de reconnaissable. Je crois que ma voix aide également un petit peu, faut le dire. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de reconnaissable, même si en effet on essaie toujours de changer de style, on change vraiment la production, notre méthodologie change sur tous les disques, et nous on cherche toujours évidemment à se faire plaisir et à surprendre le public. Ouais, 20 ans de carrière. Dit comme ça, parfois ça fait un petit peu peur. Nous, non, on le vit bien. Encore. Non, mais j'ai une question hyper bateau, mais que j'aime bien poser des questions pour ce genre de situation. Ouais, pour le coup, vraiment. Mais qu'est-ce que les 3 petits jeunes de 20 piges qui se sont rencontrés à l'époque diraient des 3 adultes qui sont aujourd'hui sur le plateau d'un monde ou rien? Mais c'est drôle parce que je crois que le titre parle justement de cette idée que quand on commence un projet musical, que ce soit solo ou en groupe ou même n'importe quoi, il y a cette idée, on a des ambitions très particulières. Nous, notre première ambition, c'était de jouer au Botanique, on l'a fait, puis on voulait jouer à l'Ancien Magique, on l'a fait, puis Forêt Nationale, et puis on voulait faire de la musique de film. On voulait écrire, l'Olympia, on voulait écrire de la musique pour d'autres, on voulait voyager dans le monde et faire notre musique. Et Are We There Yet? En fait, on arrive quand? Et dès qu'on passe un cap, on voit ce truc passer, on n'est pas très nostalgiques tous les 3. Donc à chaque fois, on se dit, ah ben c'est cool, ça s'est fait, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et c'est vraiment quelque part le sujet même du titre d'album et de l'album en grande partie, c'est ces ambitions qu'on voit passer et qu'on se dit, bah on va continuer, il ne faut jamais s'arrêter. Et on le disait, 20 ans de carrière, il y a quand même un titre qui a tout explosé, c'est When You Know. Oui. On en parlait tout à l'heure, on va regarder un extrait pour se faire plaisir. I made it to the city of lights before they took over my life. And that's the only one I got. Now they're gonna make me despair. They'll make me pay for the air. And that's the only one we got. They wanna make you believe. Et Romain nous disait, c'est fou ce qu'on pouvait faire avec l'IA à l'époque. En 2010. Romain, c'est vrai que quand on a 20 ans de carrière, c'est important d'avoir des tubes qui ont marqué aussi. Ce tube, il a quand même changé votre carrière. Il a tout changé ce tube, mais c'est vrai que c'est arrivé à petit feu, donc pour nous c'est assez difficile de dire ouais, quand c'est sorti ça a explosé. En 2010, c'est vrai que cet album a vraiment changé notre carrière. Je pense que c'est tout l'album, parce qu'on a remarqué à partir du moment où ce disque est sorti, on commençait à remplir des salles partout. Et c'est vrai que cette chanson ressortait à chaque fois comme vraiment une espèce d'hymne que le public adorait chanter et adore toujours chanter. Donc, vous êtes obligé de le faire à chaque fois. On est obligé de le faire à chaque fois. Avec plaisir, on le fait avec plaisir. On serait déçus si c'est pas le cas. Et du coup, ça fait que 10 ans qu'on le fait celui-là. Et pas qu'en Belgique d'ailleurs, justement. Que exactement, ça vous permet de faire connaître aussi ailleurs. Oui. Ouais. Oui, il a un peu voyagé ce morceau. C'est vrai que j'ai des potes qui m'avaient envoyé au Canada. Il est passé partout. À Hong Kong, c'est assez absurde. Un peu partout. Non, on a eu beaucoup de chance, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir des chansons qui voyagent et qui fédèrent. Ouais, voilà, exactement. Donc non, très chanceux.
Bon, avant de poursuivre, on a un petit jeu pour vous quand même, parce que ça fait 20 ans que vous vous connaissez, et donc nous on a envie de plus vous connaître aussi, et de voir si certains balancent un petit peu sur l'autre. Oula. Ouais, on va faire un petit jeu qui s'appelle Qui est le plus, avec une série de questions, et vous allez nous dire, vous pouvez vous montrer l'un et l'autre pour un petit peu comprendre de qui vous parlez. Qui est encore le plus jeune dans sa tête entre vous trois? Immature ou jeune? On vous laisse. Chaque fois, je fais une différenciation. On va dire immature, hein, du coup. Immature, c'est la plus drôle, ouais, immature. Non, mais ça, on répondra pas. Pourquoi ils me regardent tous les deux? Je me sens oppressé. Tout le monde s'est tourné vers Romain, en tout cas. Je crois qu'on est, en tout cas, dans notre métier, on reste vraiment assez enfantin. On adore le jouet. Donc, dès qu'il y a des nouvelles technologies, dont l'IA, justement, on en parlait un peu en rigolant, mais nous, on ne peut pas s'empêcher d'être attiré vers des nouveaux jouets. Et on veut toujours découvrir des nouvelles choses. Donc, on a gardé cette qualité enfantine dans le jeu. Parce que finalement, on joue de la musique. C'est très créatif. Et donc, on reste, en tout cas, on a gardé ce côté-là de notre enfance. Mais le plus gros gamin, ça reste Romain. Merci. Il essayait gentiment d'échapper à la question. C'était joliment dit. On y va. Qui est le plus boomer des trois? Boomer? Ouais. Ça, je dirais, c'est Matt. Le plus boomer? On va casser le groupe ce soir. En fait, définis boomer exactement, parce que tout le monde a une définition. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que les boomer? valeurs de L'opposé d'un petit peu jeune dans sa tête, un peu plus vieux. C'était mieux avant. J'aime pas trop la musique d'aujourd'hui. Les films à l'époque. À l'âge du c'était plutôt mieux. Romain. Non. Les rues étaient plus propres. Apéro fromage. Mais ça n'a rien à de boomer, ça n'a Non, j'ai juste. Non, on n'est pas du tout. C'était mieux avant. Ça, c'est vraiment pas du tout nous. Non, on a tendance à dire, moi je pense que c'est mieux aujourd'hui, enfin peut-être pas aujourd'hui Ça particulièrement. c'est mais... l'opposé d'un boomer, c'est qu'il n'y a pas de donc, boomer c'est chez pas de vous. boomer, il y a pas de boomer ici. Ah non, moi je voudrais pas vivre dans les années 40, 50, 60, vraiment sûr. pas. Ouais, 40 on va éviter quand même. Pour le coup. De toute façon, boomer ou pas, je crois que... Qui est le plus fêtard encore aujourd'hui entre vous trois? Ziggy? Je sais pas, non. Ils ont l'air d'accord quand même. Non, je me suis calmé quand même. On s'est tous calmés, ça c'est sûr. Romain? Ouais, je pense que. Allez, c'est peut-être toi. Ouais, c'est peut-être. Mais moi j'aurais dit Romain. On n'est pas non plus des gros fêtards. Nous, on est plutôt conversation. Mais ça peut durer jusqu'à 7h du mat. Mais ça va. Et j'allais dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un gros flambeur encore aujourd'hui? Flambeur? Ouais. Non. Non. Bah, désolé, je sais pas très. Non, justement, à l'opposé, est-ce qu'il y a un petit peu un radin un petit peu dans le groupe, celui où on se dit ouais, il sort jamais son portefeuille, il n'invite jamais pour prendre un petit verre. Alors ça pas, mais par contre j'ai le plus malin point de vue thune, je crois que c'est Ziggy, c'est toujours lui qui nous trouve les meilleurs prix pour les tickets d'avion. C'est important, ça c'est vrai. Toujours important d'avoir un pote. En fait, s'il faut un plan, et moi j'ai tendance à faire moins attention parce que je vais plus vite, moi je suis plutôt impulsif. Ziggy fait beaucoup plus attention, il est beaucoup plus malin que moi. Très important d'avoir ça dans un groupe de potes. On attend une petite dernière. Non, mais vas-y. Qui a le numéro de la personne la plus connue dans son répertoire, dans son téléphone? Ouais, je pense que c'est Romain et Ziggy maintenant, non? Bah, ça dépend. La reine d'Angleterre, elle est morte. C'est parti. Décidément. Pas facile à définir ça. Ouais. Bon, vous en avez tous sûrement dans votre téléphone. Comme vous, à mon avis. Oh, je suis pas sûr. Ah, non, mon avis, à part un expert sur l'Iran. Pour revenir. Chacun ses stars. Hein. Nous, on a Payne Harold, si vous voulez. Ah, bah voilà. On peut appeler Payne Harold. Voilà. Alors, pour revenir à votre album, il y a un featuring déjà connu, c'est celui avec Maël. On va regarder les images. Mathieu, on vous entend chanter un peu en français oui. sur ce titre. Un album de Peggy en français un jour, ça pourrait se faire ou pas du tout? On n'a jamais dit non d'office, mais il faudrait qu'on puisse écrire les textes et qu'on ait envie de le faire et que c'est du sens. Si ça n'a pas du sens, on le fera pas. Et le faire juste pour toutes les mauvaises raisons, c'est une très mauvaise idée de le faire. Là, ça donne bien. Ça marche super bien, mais heureusement Maël est arrivé avec justement ce petit bout de texte et cette fin. Donc voilà, faire des backings, faire des chœurs en français, tout à fait. Ça ira. Ouais, mais vraiment en lead, j'aurais du mal. En fait, c'est drôle, j'ai un accent anglais quand je chante en français. Ouais, ce qui donne quelque chose, hein, c'est original. Oui. C'est international. C'est international. À Hong Kong, ils vont se dire, ah bah tiens, c'est ça. Ziggy, justement, on parlait de ce featuring Maël qui amène vraiment une touche de douceur à ce morceau. Non, mais c'est vrai. Et un vrai français non anglais, quoi. Est-ce qu'il y aurait un featuring rêvé
rêvez. Alors vous êtes 3, donc c'est peut-être totalement différent pour vous. Mais, vivant, mort, ils doivent être vivants. Non, comme vous voulez. Bah, si D'abord vivant. Si c'est mort, vous allez me dire Ella Fitzgerald, non? Moi oui, mais ça. c'est pas vrai pour Romazi, mais... Moi, j'irais Billie Eilish, parce que c'est quand même une voix incroyable. Et je pense que même en tant que producteur, de pouvoir juste enregistrer une personne comme ça doit être absolument Ça dingue. se marierait très bien, en plus, j'ai l'impression. Voilà, ça pourrait être sympa. Ouais, parce qu'on l'a dit en introduction, vous avez aussi une face cachée. Puggy, ce n'est pas que de la musique aussi. Votre influence sur la musique ne se limite pas à ce groupe, et ça va beaucoup plus loin que ça. Justement, c'est Louis-Dominique qui nous explique ça, et on en parle juste après. On vous connaît pour les nombreux tubes sous le nom de Puggy, mais vous avez aussi une face cachée, un peu moins connue du public. La loi de Murphy, d'Angèle, bon acteur de Loose and de Yakuza, ou encore Core de Iseult, des chansons qui ont cartonné et qui ont tout un point commun. Vous avez participé à leur écriture. J'aimerais que ça cesse, mais en vain. Ah, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Ah oui, ce n'est plus un secret, depuis quelques années, vous collaborez avec de nombreux artistes. Ce n'est là qu'une petite liste, il y en a bien d'autres. Et il faut se le dire, bien souvent, ça cartonne. Au final, ça vous plaît plus de travailler dans l'ombre que parfois faire vos propres morceaux, Romain ? Ça fait partie de notre vie, on a vraiment diversifié nos activités. C'est vrai qu'on fait beaucoup de musique de film, beaucoup de production, et c'est génial de pouvoir déjà découvrir d'autres artistes, voir comment ils travaillent, voir comment on peut les accompagner. Et puis il y a tout l'aspect technique qu'on adore aussi gérer, tout ce qui est production, enregistrement, tout ça. Donc non, c'est un vrai plaisir. Ouais. Et Ziggy, il y a des artistes qu'on refuse parfois, alors pas spécialement parce qu'on les aime pas, mais juste on se dit tiens, ça va pas coller. Vas-y, balance la question méchante. C'est très très rare qu'on refuse des artistes parce que ça colle pas trop, mais par contre on est souvent très très fort occupé. Donc c'est plus une question c'est l'excuse qu'on donne, quoi. Exactement, tout à fait. Ah non, ça va pas le faire. C'est toutes les personnes à qui il a refusé qui vont entendre vont dire oh le salaud. On les embrasse s'ils nous regardent, bien sûr. Mathieu, en parlant de collaboration, on parlait de Maël sur cet album, il y aura d'autres featuring possibles? Ça c'est vraiment le seul feat vocal. Okay. Voilà, c'est compliqué. Hein. Si on fait 10 feats sur l'album, après pour la tournée, ça devient très très compliqué. Il faut les inviter à chaque fois. J'imagine. Donc ce morceau-là, c'était pertinent. De nouveau, on essaie de faire des choses qui sont pertinentes. On veut pas juste faire des choses pour le fait que. Là, c'était important. Le morceau avait besoin de cette deuxième voix. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est là. Mais non, il y a pas 10 feats. Et Romain, on parlait d'un domaine qui est très important pour vous trois aussi, c'est le cinéma. Effectivement, vous avez écrit vos musiques sont déjà passées dans des films et des séries. Vous avez écrit plus des musiques orchestrales, c'est ça? Ouais. Ce serait quoi le rêve aujourd'hui dans le cinéma? C'est vraiment de composer peut-être pour un réalisateur en particulier, pour un film en particulier? Alors, je crois qu'on a 3 réponses différentes à cette question. C'est vrai? Moi, pour ma part, ça serait génial de faire un gros blockbuster américain, parce que c'est drôle à faire, et puis voilà, tout simplement, c'est un rêve de gosse. Mais on a déjà eu énormément de chance, on a fait des films d'animation incroyables, on a eu accès à des orchestres symphoniques pour enregistrer notre musique, ce qui est aussi un rêve de gamin. Donc voilà, on va pas trop demander, mais ça serait un des trucs sympas à faire, je pense. Ouais, disons, si Christopher Nolan nous appelle, on va pas bien. Par exemple, Chris, on est là. Bisous. Juste pour terminer, votre album s'appelle donc Are We There Yet? Qu'est-ce qui vous reste encore à accomplir, Mathieu, selon vous, avec Puggy? Alors, en fait, là, on regarde vraiment dans l'immédiat. Pour l'instant, on est occupé sur le live. On veut vraiment défendre cet album en tournée. Donc, on est vraiment en train de préparer ça. Et puis, la suite, on se refuse rien. Donc, maintenant, il faut juste qu'on trouve une nouvelle passion, un nouvel objectif, que ce soit travailler avec d'autres gens ou peut-être un album en français, j'en sais rien. Ah, ou même, c'est l'idée de Nico, ouais, ça. Mais, voilà. Après, j'en sais rien. On ne sait pas, mais dès qu'on aura une envie, on sautera sur l'opportunité et l'occasion. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans le Monde de Rien. C'était un plaisir de vous avoir tous les trois. Je rappelle donc ce nouvel album, Are We There Yet, avec ce très bel accent qui sort ce vendredi. Ça va encore, je trouve. Oui, ça va encore. Non, ça va. Et puis c'est 2 dates dans 2 endroits mythiques. Le 5 novembre, on le disait, à l'Olympia à Paris, et puis le 28 novembre à Forêt Nationale à Bruxelles. À très bientôt. Merci beaucoup. Encore merci Puggy. Quant à nous, on poursuit cette émission. Que s'est-il passé sur les réseaux sociaux et sur Internet? Élément de réponse avec le scroll de Marie-Jean Yes. Et salut Marie, tu commences ton scroll au Royaume-Uni. Le populiste Nigel Farage fait polémique sur les réseaux en reprenant une petite rhétorique qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, et d'abord, laissez-moi vous montrer une petite vidéo. Je pense que ça vous dira quelque chose. Regardez. In Springfield,
They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Ça, c'était Donald Trump en septembre 2024 en pleine campagne présidentielle. Maintenant, regardez la deuxième partie de la vidéo. Swans were being eaten in royal parks in this country, that carp were being taken out of ponds and eaten in this country by people who come from cultures that have a different... Would you agree it's happening here? Neither of us can prove or disprove. Who are taking the carp and the swans? People who come from countries where that's quite acceptable to do. Ça, c'est donc Nigel Farage, leader du parti Reform UK, qui reprend la petite musique de Donald Trump. Une petite musique qui affirme que les migrants mangeraient des animaux, et pas n'importe quels animaux, hein. Vous avez entendu, des cygnes, c'est-à-dire des animaux qui appartiennent traditionnellement à la couronne britannique. Alors, est-ce que c'est vrai? Spoiler, non. L'Association des parcs royaux britanniques a déclaré qu'il n'avait vu à ce jour aucun migrant en train de tuer un cygne pour son dîner. Et c'est pas la première sortie de Nigel Farage sur ce sujet, hein. Il y a un an déjà, il avait réagi à la déclaration de Donald Trump. Écoutez. You think Haitian immigrants are eating cats and dogs? I'll have a tenner with you that within the next month or so we find some evidence of it. Alors, moi, en général, j'attends quand même d'avoir les preuves avant d'affirmer quelque chose. Sinon, eh bien, comme Nigel Farage, on se retrouve un an après à être retweeté en masse sur les réseaux sociaux parce qu'on dit n'importe quoi. Mais après tout, comme pour Donald Trump, c'est sans doute ce qu'il cherche. Bon Marie, pour continuer, tu vas nous parler d'un certain MrBeast, le youtubeur le plus suivi au monde, qui fait de nouveau polémique avec un nouveau concept de jeu démesuré. Oui, je vais vous poser d'abord une question. Est-ce que vous seriez prêt à mourir pour 500 000 $? Oui. Et peut-être que je Jim, prendrai les 500 000 de Jim, du coup. Si vous êtes prêt en tout cas à mourir pour 500 000 $, peut-être que vous vous retrouverez dans ce genre de vidéo. Tu serais prêt à prendre le risque d'être brûlé vif pour 500 000 $? Carrément, je suis chaud. Ok, bonne chance, t'es plus courageux que moi. Les gars, ça va être dingue. Ce mec est assis au beau milieu d'un bâtiment en proie aux flammes. La porte est en train de prendre feu. Y'a pas que la porte qui prend feu, j'y crois pas. C'est la chose la plus folle qu'on ait jamais filmée. Et derrière lui se trouve 500 000 $. Ouais, finalement, je veux pas. Ce que vous venez de voir, c'est donc la nouvelle vidéo YouTube de MrBeast. 52 millions de vues en 2 jours et un principe très simple, survivre au feu avec plusieurs défis comme être catapulté au milieu d'un anneau en feu, traverser un parcours d'obstacles en feu ou alors, et c'est cette scène qui a fait polémique, être ligoté dans une maison incendiée et devoir s'échapper en emportant avec soi le plus d'argent possible. Alors il faut savoir que MrBeast est connu pour ce genre de concept. Il a déjà fait passe 100 jours en prison, essaie de ne pas te noyer alors que tu es attaché, bats-toi contre un énorme grizzly ou encore pire, passe 30 jours attaché à ton ex. Tout ça évidemment pour des centaines de milliers d'euros. Alors face aux critiques, MrBeast a quand même répondu en disant que toutes les cascades avaient été testées et qu'il prenait très au sérieux la sécurité des candidats. Mais ce n'est pas la première fois qu'il fait parler de lui. Il y a un an, 5 anciens participants à l'un de ces jeux avaient porté plainte contre le youtubeur pour mauvais traitement. Ouais, pour terminer, Marie, on parle beaucoup depuis quelques jours d'un certain Nicolas Sarkozy, mais aujourd'hui, tu veux vraiment nous parler de son fils? Oui, vous en reparlez même parce que, souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous avais déjà montré sa vidéo de candidature à la mairie de Menton. Depuis, Louis Sarkozy continue sa campagne de com sur les réseaux sociaux et vous allez voir, c'est formidable. Alors déjà, on a Louis Sarkozy et les tatouages. Le problème avec le tatouage, c'est une fois qu'on en fait un, on en veut deux, une fois qu'on en fait deux, on en veut 15, enfin c'est vraiment, la pente est glissante. Ce tatouage, c'est le baron de samedi. J'avais 16 ans, ma mère a fondu en larmes et mon père l'a vu et il m'a dit crétin. Voilà, maintenant, on a eu aussi Louis Sarkozy et les conseils de vie. Être capable d'une grande violence. Tout le monde devrait être capable d'une grande violence. Parce que quand on n'est pas capable de violence, il n'y a aucune moralité à se restreindre. Et puis ma petite pépite perso, Louis Sarkozy est parti en voyage et nous raconte ses expériences culinaires. J'ai goûté une mangue en Colombie. Après 1h30 de balade à cheval, je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. Cette vidéo, elle a fait hurler de rire Internet pendant des semaines. Elle est devenue complètement virale, au point que Louis Sarkozy a même publié une vidéo parodique de sa propre vidéo. J'ai goûté un citron une matinée d'automne, après 1h30 de balade à cheval dans les collines de Menton. Je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. Voilà, c'est pas mal joué ça par contre de la part de son équipe de communication. On en vient presque à se demander s'il le ferait pas un peu exprès quand même.
Merci Marie. Bon, suite au prochain épisode avec les aventures de Louis Sarkozy, dont Marie-Jean Riès aime beaucoup parler d'ailleurs. Donc vous en entendrez parler dans le scroll qui est tous les soirs sur l'N24 dans Le Monde Orient, en replay bien sûr sur l'N24.be. Ouais, c'est déjà terminé Le Monde Orient, mais on se retrouve demain. C'est déjà terminé, mais on se retrouve demain avec comme grande invitée l'écrivaine et essayiste engagée, créatrice de podcasts qui cartonne, Lorraine Bastide. Elle viendra nous présenter son nouveau livre, Enfin seul, un carton assuré. Merci Jim. Merci Nico, merci à toutes les équipes, merci à Richard de Wilf à l'édition de cette émission. Merci à vous d'être aussi nombreux et nombreux de nous suivre chaque soir sur les coups des 22h sur les 24 dans Le Monde Orient. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram, Le Monde Orient Off, sur Instagram évidemment pour découvrir les coulisses des interviews et puis plein d'autres choses avec toute l'équipe qui est derrière nous. Excellente soirée sur N24, à demain.